fédéral. Je vais vous parler fort. Je ne sais pas si quelqu'un peut bien me dire que ça se fait, mais bon. Donc, je vais commencer ma présentation. En fait, Eugénie Brouillette est avocate et professeure de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université Laval. Ses domaines de recherche sont le droit constitutionnel canadien et comparé, plus particulièrement le fédéralisme et les droits et libertés de la personne. Elle est également auteure de plusieurs publications. Depuis 1999, elle publie seule ou en collaboration des œuvres où elle met en évidence la dualité Québec-Canada. Son plus récent ouvrage traite de la négation de la nation, l'identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien, publié à Sillery avec les éditions Septentrion en 1995, pour lequel elle s'est vue décerner le prix Richard Arès en 2006 et le deuxième prix de la présidence de l'Assemblée nationale en 2006. Vous aurez noté que nous avons inversé les deux parties du titre de son ouvrage dans notre cahier des participants et nous nous en excusons. Madame Brouillette nous présente cet après-midi une analyse juridique du régime fédératif canadien en regard de la question de la protection et de l'épanouissement de notre identité culturelle distincte. D'entrée de jeu, elle questionnera l'essence même du régime fédératif canadien depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Dans son analyse, Madame Brouillette nous amènera à nous positionner face à la Fédération canadienne. Continuer de rêver à un profond renouvellement du fédéralisme canadien malgré les forces centralisatrices qui y sont à l'œuvre, ou bien décider, à l'issue d'un processus démocratique, de reprendre les rênes de notre destin en assumant les pleins pouvoirs d'un État souverain. Sans plus tarder, je vous présente Madame Eugénie Brouillette. Bonjour à tous et toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de débuter, j'aimerais remercier d'abord la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et plus particulièrement M. Sébastien Cloutier, Mme Sylvie Mérineau et M. Jean Godin qui m'ont gentiment invité à venir vous rencontrer aujourd'hui. Alors, comme l'indiquait la dame qui vient de me présenter, je vais vous entretenir aujourd'hui les grandes lignes de mon ouvrage intitulé « La négation de la nation, l'identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien ». Alors, comme vous avez pu certainement le constater, il y a beaucoup d'écrits, n'est-ce pas, sur le fédéralisme canadien. Et il m'est apparu à un moment donné, alors que je devais commencer mon doctorat, que bien qu'il y avait beaucoup d'écrits sur le fédéralisme canadien, il n'y avait pas de livre qui visait à analyser l'ensemble de l'évolution de la Fédération canadienne en regard de sa réponse aux préoccupations identitaires québécoises. Alors, je me suis posé la question suivante. Est-ce que le régime fédératif canadien, tel qu'il a été conçu à ses origines et tel qu'il a évolué par la suite, répondait et répond aujourd'hui au désir de la nation québécoise d'assurer la survie et l'épanouissement de son identité culturelle distincte? Alors, afin de répondre à cette question, je vais traiter très brièvement dans une première partie du concept de fédéralisme. Alors, pour certains dans la salle, ça sera évidemment des choses que vous connaissez déjà, mais donc on va établir ensemble un certain nombre de concepts de base en ce qui a trait au fédéralisme, pour ensuite analyser l'évolution de la Fédération canadienne en regard de sa réponse à l'identité culturelle québécoise. Alors, d'abord, le fédéralisme. Je vais d'abord en traiter davantage au niveau, je dirais, politique, pour ensuite voir avec vous qu'est-ce que ça implique en droit constitutionnel, l'idée de choisir un régime fédératif plutôt qu'un régime unitaire. Alors, on verra qu'en droit constitutionnel, de façon générale, il doit se retrouver 4 caractéristiques pour qu'on puisse parler d'une fédération par rapport à un État unitaire. Alors, d'abord, le fédéralisme, davantage au niveau des principes politiques. Alors, le fédéralisme, c'est l'une des réponses possibles à la question de la centralisation et de la décentralisation du pouvoir étatique. C'est un principe qui va permettre de créer une structure politique et juridique qui va non simplement servir à accommoder les différences culturelles, mais véritablement à donner des outils juridiques permettant aux nations qui se trouvent au sein de l'État d'avoir les outils donc pour conserver la survie et l'épanouissement de son identité culturelle particulière. Alors, le fédéralisme résulte donc de la rencontre d'une double volonté, à la fois une volonté d'union et à la fois une volonté de séparation.
Alors, les deux valeurs, on entend souvent dire que la diversité et l'unité sont deux valeurs qui sont essentielles pour qu'il soit opportun de choisir un régime fédératif par opposition à un régime unitaire. Alors, c'est donc un principe qui, en lui-même, renferme une contradiction. Alors, ces deux désirs opposés qui doivent se retrouver au sein des collectivités, d'être à la fois unis, mais à la fois séparés pour d'autres matières. Donc, dans un régime fédératif, on devra toujours tendre à assurer un équilibre entre ces deux valeurs, ces deux besoins contradictoires que sont ceux donc d'une union et d'une séparation. Alors, qui dit équilibre dit nécessairement instabilité potentielle. Alors, en ce sens-là, le fédéralisme n'est pas un principe statique et fixe. Lorsque des collectivités choisissent d'établir une fédération, on devra toujours être appelé à rééquilibrer la fédération. Et donc, en ce sens-là, c'est un principe étatique qui est dynamique. Et on doit constamment se repencher et rétablir l'équilibre entre donc l'unité et la diversité. Ce qui fait également une des caractéristiques, je dirais, du principe fédératif, c'est qu'il s'agit d'un principe souple. C'est que, au-delà des caractéristiques juridiques essentielles à la présence d'une fédération, qu'on va voir dans quelques instants, le fédéralisme permet véritablement d'imaginer une panoplie d'arrangements juridiques très différents les uns des autres. Par exemple, si on compare, il y a de très, très nombreuses fédérations, et les fédérations à travers le monde sont très différentes les unes des autres. Alors, c'est un principe souple qui permet aux collectivités de faire preuve d'imagination et d'essayer de construire un régime politique et juridique susceptible de répondre adéquatement aux besoins ressentis par les collectivités que la Constitution visera, que ce soit les besoins d'ordre politique, économique, culturel ou sociaux. Donc, fédéralisme qui, en son sein, renferme une contradiction, un désir d'unité et de diversité, également un principe souple qui permet aux collectivités, lorsqu'elles le désirent, de faire preuve d'imagination. On peut faire preuve d'imagination et au-delà des différents éléments essentiels qu'on doit retrouver, on peut inventer, la Fédération belge est un très bon exemple, c'est une fédération extrêmement complexe qui n'a sa façon pareille nulle part ailleurs, mais les Belges ont usé de leur imagination et ont essayé, c'est pas parfait, il n'y a pas de constitution parfaite, mais de construire un régime qui collait aux désirs des collectivités belges. Maintenant, de façon plus pragmatique, quelles sont les forces fédéralisantes qui se trouvent au départ lorsqu'on choisit un régime fédératif? Autrement dit, à quel type de besoin concret répond le choix d'un régime fédératif plutôt que d'un régime unitaire? Alors, il sera approprié de choisir un État fédératif lorsque les collectivités en présence désirent à la fois être unies sous un même gouvernement en ce qui a trait aux matières sur lesquelles elles ont des intérêts communs, ce qui représente la valeur de l'unité, et à la fois rester séparées concernant les matières sur lesquelles elles ont des intérêts particuliers. Alors, le régime fédératif naît donc de la rencontre de facteurs agrégatifs, de facteurs qui poussent à l'union et de facteurs ségrégatifs qui poussent donc à une certaine désunion. Alors, je vous donne des exemples, de façon générale, dans les fédérations, de facteurs qui poussent à l'union et de facteurs qui poussent à la désunion. Souvent, les facteurs militaires et économiques au sein des fédérations sont des facteurs qui vont militer justement en faveur d'une certaine union des différentes collectivités. On verra ce qu'il en est dans quelques instants dans le cas de la Fédération canadienne. On verra que c'est le cas aussi dans la Fédération canadienne. Maintenant, quel type de facteurs peuvent davantage pousser à une désunion, à une séparation? Bon, il y a, par exemple, l'isolement géographique. La configuration géographique de certains États fait en sorte, à l'occasion, que l'adoption d'un régime unitaire n'est peut-être pas appropriée. Mais disons que si on devait identifier un facteur parmi tous les facteurs qui poussent à une certaine désunion qui est le plus important, c'est la présence au sein des collectivités de cultures et de nationalités différentes, fruits d'une histoire particulière.
Alors, ce qui mènera donc souvent la création de fédérations au sein desquelles on retrouvera plusieurs nations infra-étatiques. Et donc, c'est un des facteurs fondamentaux qui arrive, pas toujours, mais dans certaines fédérations, notamment la Fédération canadienne, j'y reviens, et qui militait donc, oui, en faveur d'une création d'un nouvel État qui serait compétent sur un certain nombre de matières, mais attention, un État fédératif, donc des entités qui aussi allaient conserver des pouvoirs très importants sur les matières sur lesquelles elles avaient des intérêts particuliers. Maintenant, donc, ça c'est le principe du fédéralisme. Alors, le principe du fédéralisme engendre la création d'un État fédératif. Alors, quelles sont les caractéristiques juridiques essentielles à l'existence d'un État fédératif? Autrement dit, si on fait l'exercice de prendre un texte constitutionnel et, à sa lecture, d'essayer de déterminer si on est en présence d'une fédération ou non, on doit rechercher ces 4 éléments. Alors ici, je veux tout de suite dire qu'il ne faut pas faire preuve de dogmatisme là, sur ces caractéristiques essentielles-là. Autrement dit, on verra tout à l'heure qu'à la limite, pour certaines caractéristiques, on pourrait affirmer que le Canada n'est pas une fédération, n'est-ce pas? Alors j'y reviens, mais c'est quand même, il faut avoir quand même en fond comme trame là, cette idée de 4 caractéristiques essentielles. Peut-être juste une parenthèse avant. La plupart des États contemporains sont décentralisés d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'États unitaires, là, à part peut-être des petits États comme Monaco, là, qui n'ont pas besoin de décentraliser ni la fonction législative, ni la fonction exécutive, ni la fonction judiciaire, la plupart des États, et même les États unitaires, ont une certaine forme de décentralisation. Alors, dans les États unitaires, mais c'est des décentralisations de fonctions exécutives, un peu comme nos municipalités. C'est-à-dire qu'on a dans les États unitaires des entités territoriales qui vont exercer des pouvoirs, mais des pouvoirs qui seront délégués par la loi, et pas des pouvoirs qui sont garantis par la Constitution. Et cette généralisation, je dirais, de la décentralisation au sein des États unitaires a amené certains observateurs à critiquer la distinction entre les États fédératifs et les États unitaires, en disant de toute façon, dans tous les États, on voit une forme de décentralisation. Alors, le terme fédéralisme s'est mis à être employé, je dirais, pour désigner ce qui, selon moi, ne sont pas nécessairement des fédérations. Alors, pour moi, si on parle de fédéralisme, si on veut que ce terme-là veuille dire quelque chose, ben, il faut que ça veuille dire quelque chose en droit aussi constitutionnel. Alors, le terme de fédéralisme, si ça veut désigner n'importe quel État au sein duquel il y a une décentralisation, même exécutive, ben alors, arrêtons de parler fédéralisme. C'est un terme qui n'a plus de contenu normatif à ce moment-là. Alors, pour moi, c'est toujours essentiel aujourd'hui, même malgré ce phénomène de généralisation de la décentralisation, de qualifier ce qu'est un État fédératif. Première caractéristique, je ne vous apprendrai rien, il faut donc qu'il y ait un partage de la fonction législative entre 2 ordres de gouvernement. Bon, première caractéristique essentielle, on verra que les 4 caractéristiques se chevauchent dans une large mesure. Donc, le partage des compétences, c'est assez simple lorsqu'on fait ça sur papier. On énumère l'ensemble des matières qui sont sujettes à intervention étatique, à un moment où on veut créer une fédération, et on sépare d'un côté les matières qui relèveront de la compétence de l'ordre du gouvernement central. Ce seront les matières sur lesquelles l'ensemble des entités partagent des intérêts communs, et une autre liste de compétences, de matières qui, elles, relèveront de la compétence des entités fédérées. Donc, le critère fondamental qui permet de séparer comme ça les matières entre l'ordre fédéral et l'ordre fédéré, c'est les matières d'intérêt commun vont à la compétence de l'ordre fédéral et les matières d'intérêt particulier, d'intérêt distinct, relèvent de la compétence des entités fédérées. Deuxième caractéristique, chacun des ordres de gouvernement doit être autonome, et là on peut employer différents adjectifs, autonome, souverain, indépendant, dans l'exercice de ses compétences législatives. Alors, autonomie, le sens étymologique, c'est autonomia, c'est-à-dire l'idée de cette capacité de se gouverner par ses propres normes.
Alors, c'est ici le cœur du fédéralisme. Et c'est ce qui permet de distinguer, en premier lieu, les États unitaires des États fédératifs. Parce qu'on l'a vu, dans un État unitaire, il peut y avoir des entités territoriales qui exercent un certain nombre de pouvoirs, mais ce sont des pouvoirs délégués qui relèvent de la loi. Autrement dit, le Parlement central peut dire à un moment donné, c'est terminé des entités territoriales, je les abolis, ou je modifie leur pouvoir, comme ça, de façon unilatérale par une simple loi. Dans une fédération, ce n'est pas le cas. L'autonomie des entités fédérées découle de la Constitution. Et ça, donc, cette idée d'autonomie du palais, chacun des ordres de gouvernement, est fondamentale à la présence d'une véritable fédération. Alors, autrement dit, les rapports qu'entretiennent l'ordre fédéral et l'ordre fédéré sont des rapports d'égalité. Troisième caractéristique, la suprématie de la Constitution. Alors, c'est bien beau de faire un beau partage des compétences et d'écrire que les ordres de gouvernement sont autonomes pour légiférer dans leur matière de compétences. Il faut que ces règles-là, les règles du partage des compétences, soient consignées dans une Constitution qui a une valeur supralégislative. L'intérêt, c'est que ce qui est contenu dans la Constitution supralégislative, pour pouvoir modifier ça, il faut la participation des deux ordres de gouvernement. Parce qu'il ne servirait à rien de proclamer qu'on a un beau partage des compétences et que les ordres de gouvernement sont autonomes s'il y a un des deux paliers de gouvernement qui peut, par une simple loi ordinaire, modifier à son avantage le partage des compétences. D'où donc cette nécessité que les règles relatives au partage des compétences soient dans une constitution écrite supralégislative et dont la modification requiert le consentement des deux paliers de gouvernement. Deuxième chose, dans ce qui a trait également au principe de la suprématie de la Constitution, il faut que les règles de modification constitutionnelle soient elles-mêmes consignées dans la Constitution. Alors évidemment, encore là, si c'est bien beau de dire que pour modifier le partage des compétences, il faut l'accord des deux ordres de gouvernement, mais si un des deux peut seul modifier les règles qui permettent de modifier la Constitution, ben, il pourra modifier ces règles-là de façon à se donner le pouvoir de modifier lui-même le partage des compétences. Suivez là-dessus. Parfait. Quatrième caractéristique, la neutralité de l'arbitrage constitutionnel. Bonjour. Alors ici, c'est essentiel, la neutralité de l'arbitrage constitutionnel. De façon générale, les textes constitutionnels sont toujours rédigés en termes d'âge. Alors, c'est le propre d'une constitution, étant donné qu'il est difficile de modifier une constitution, parce que ça requiert des formules d'amendement complexes, il faut que les textes des constitutions soient écrits en termes assez larges pour permettre aux tribunaux de faire évoluer le texte constitutionnel, de façon à ce qu'il réponde toujours adéquatement aux besoins changeants et à l'évolution donc de la société. Alors, c'est dire donc qu'en matière constitutionnelle, les tribunaux jouent un rôle très important. Parce que, étant donné justement que les textes sont rédigés en termes larges, bien, il y a beaucoup de place à interprétation, dans le sens à donner aux dispositions, et ce sont donc les tribunaux et ultimement les cours de dernier appel, ici la Cour suprême, qui vont nous dire quel sens on doit attribuer à telle et telle disposition de la Constitution. Donc, quand on dit droit constitutionnel, tout de suite, on dit un rôle très grand joué par le pouvoir judiciaire. Lorsqu'en plus on est dans une fédération, ce pouvoir judiciaire a un rôle encore plus important parce que c'est le pouvoir judiciaire qui va devenir l'arbitre du partage des compétences. Alors, si on veut qu'il y ait une véritable autonomie des deux paliers de gouvernement, il faut qu'il y ait un organe qui soit habilité à faire appliquer et à sanctionner les violations aux règles du partage des compétences. Or, en régime fédératif, cette instance judiciaire-là qui, en dernier ressort, tranche les litiges en matière de partage des compétences, doit présenter des garanties de neutralité. C'est-à-dire donc que c'est comme dans n'importe quelle partie sportive, lorsqu'une équipe nomme l'arbitre, en partant, ça pose un certain problème au niveau de l'apparence d'impartialité de l'arbitre en question. Alors
c'est tout à fait la même chose lorsqu'on parle d'arbitrage en matière de partage des compétences. Et cette exigence de neutralité fait référence à l'ensemble du statut juridique de la Cour du tribunal en question, mais en particulier au processus de nomination des juges, qui, donc, ultimement, seront appelés à trancher en matière de partage des compétences. Alors voilà en gros pour les caractéristiques juridiques essentielles de l'État fédératif. Une fois qu'on conclut qu'on est en présence d'une fédération, à la lumière, sans faire preuve de dogmatisme, comme je le disais, à la lumière d'une évaluation de l'ensemble de ces éléments, on pourra ensuite placer cette fédération sur l'échelle de la plus ou moins grande centralisation ou décentralisation. Parce que parmi la famille des fédérations, il y a des fédérations qui sont plutôt centralisées, puis il y a des fédérations qui sont plutôt décentralisées. Alors ça, c'est un exercice qui arrive dans un deuxième temps. Oui, on est en présence d'une fédération. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une fédération plutôt centralisée ou plutôt décentralisée? Je vous dirais qu'il n'y a pas d'a priori sur le caractère préférable d'une fédération plutôt décentralisée ou plutôt centralisée. Autrement dit, on ne doit pas présumer toujours qu'il est préférable d'avoir une fédération plutôt décentralisée par rapport à une fédération plutôt centralisée. L'exercice qu'on doit plutôt faire, c'est de voir est-ce que le régime en question, constitutionnel, est-ce qu'il répond adéquatement aux désirs des populations, des collectivités que cette Constitution régit. Alors, je vous donne un exemple. La Fédération américaine est une fédération plutôt centralisée. Est-ce qu'on doit s'en émouvoir? Est-ce qu'on doit critiquer ça? Bien, l'évaluation qu'on doit faire, c'est d'aller voir les Américains, de façon générale, acceptent que leur fédération soit plutôt centralisée. Et là, la question identitaire est importante. Les Américains ont développé une très forte identité commune à l'égard de l'ensemble de l'État américain. Et qui est le représentant politique de l'ensemble de l'État américain? C'est le gouvernement central. Alors, évidemment, dans quelques années, ça peut être susceptible de changer. Évidemment, il y a des États du Sud qui sont à majorité hispanophones, et on peut imaginer, et d'ailleurs ça commence, à un moment donné, certains de ces États-là qui disent « Bon, mais nous ici, on est majoritairement hispanophones, par exemple dans tel État du Sud, on veut avoir une décentralisation de pouvoir en notre faveur. » Mais donc, de façon générale, lorsqu'il y a une très forte identité commune au sein des collectivités, ben, on peut conclure que même si la fédération est relativement centralisée, elle colle au désir des citoyens qui ont un sentiment d'appartenance très fort à l'égard de l'État central. Si on compare par exemple avec la Belgique, bien, la Belgique est une fédération relativement assez décentralisée et elle semble répondre au désir des collectivités belges parce qu'en Belgique, il y a deux nations intra-étatiques, pour rendre ça plus, en tout cas pour résumer, très fortes. Alors, les Flamands se sentent flamands et belges, et les Wallons se sentent wallons et belges. Alors, on pourrait conclure que la fédération belge, elle est décentralisée et elle colle, de façon générale, au désir des Belges. Le problème qui se posera dans le cas de la fédération canadienne, c'est que les Canadiens anglais ont développé une forte identité commune à l'égard du Canada dans son entier. Alors, pour eux, le fait que la fédération canadienne soit assez centralisée ne leur cause pas de gros problèmes. Évidemment, il y a certaines revendications, l'Alberta pour les ressources naturelles, etc., mais de façon générale, leurs revendications ne vont pas à la cheville de celles, évidemment, qui sont les revendications constitutionnelles du Québec. Alors, pour eux, la structure, la fédération, telle qu'elle est en ce moment relativement centralisée, répond à leurs besoins, répond à leur façon de se représenter. Le problème, évidemment, qui se pose, c'est que les Québécois, un peu comme les Belges, à des degrés divers, mais ont une double identité. Et voudraient que cette double identité québécoise, la première, l'identité canadienne qui s'est ajoutée, se reflète dans la structure constitutionnelle. D'où le désir du Québec d'avoir une fédération, d'accord, peut-être, mais beaucoup plus décentralisée qu'elle ne l'est actuellement. Alors voilà pour les traits généraux de ce qu'est le principe fédératif et les caractéristiques juridiques essentielles de l'État fédératif. Alors j'en viens donc
au cœur finalement de ma présentation aujourd'hui, c'est-à-dire donc l'origine et l'évolution de la Fédération canadienne en regard de sa réponse à la nation québécoise. Alors d'abord, les origines historiques de la Fédération canadienne, je passe très rapidement parce que je ne vous apprendrai rien aujourd'hui. Alors juste brièvement, voir quels ont été les facteurs agrégatifs et ségrégatifs qui étaient présents au sein des colonies britanniques d'Amérique du Nord et qui ont poussé donc au choix d'un régime fédératif plutôt que d'un régime militaire. Parce que, disons-le, lorsqu'il n'y a que des facteurs qui poussent à l'union de collectivités, c'est le régime militaire qui est approprié d'adopter. S'il n'y a que des facteurs qui poussent à une désunion, ben on reste des États indépendants, séparés. Il faut vraiment qu'il y ait à la fois donc une volonté d'union et de séparation. En ce qui a trait au Canada, deux facteurs étaient les plus importants au niveau des facteurs qui poussaient à une certaine union des colonies. Vous l'aurez deviné, c'est le facteur militaire et le facteur économique. Alors, le facteur militaire, très brièvement, c'est qu'on craignait une potentielle, à tort ou à raison, annexion des colonies britanniques d'Amérique du Nord aux États-Unis. Et à la même époque où il y avait ces craintes, fondées ou non, la Grande-Bretagne commençait à retirer ses troupes britanniques ici des colonies. Alors, donc, on avait un sentiment d'urgence de devoir s'unir pour assurer une défense commune du territoire. Le facteur économique, le commerce était beaucoup axé jusqu'à avant la fédération dans un axe nord-sud, donc avec les États-Unis. Et les États-Unis, à un moment donné, ont menacé de mettre fin au traité de réciprocité, comme un traité de libre-échange. Et donc, les colonies voulaient créer un marché commun entre elles, abolir les barrières tarifaires pour davantage réorienter le commerce dans un axe est-ouest. Donc, facteur économique très important. Dans les facteurs ségrégatifs, maintenant, qui poussaient donc à une certaine désunion, une certaine séparation, évidemment, chacune des colonies originaires avait une longue histoire politique et juridique propre. Il n'y avait pas, évidemment, que le Québec, mais l'Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick existaient depuis quand même un bon bout de temps. Alors, elles désiraient s'unir, mais sans nécessairement devoir renoncer complètement à leur identité juridique propre. Il y avait également l'isolement géographique des maritimes qui militait donc en faveur plutôt d'une fédération plutôt que d'un régime militaire. Mais évidemment, vous vous en doutez, le facteur, parmi les facteurs ségrégatifs, le plus important, c'est vraiment d'ordre culturel. C'est la présence très majoritaire au Québec d'un groupe national différent qui voulait conserver et développer son autonomie politique sur les matières jugées essentielles à la survie de son identité distincte. Lorsqu'on lit les débats qui ont eu lieu devant l'Assemblée législative du Canada uni en 1865, alors les débats ayant trait évidemment au projet de fédération, on note très clairement que plusieurs hommes politiques anglophones auraient de loin préféré l'adoption d'un État unitaire au Canada. Et disons-le, c'est beaucoup plus simple, hein? Un Parlement compétent en toute matière, mais il savait très bien, et Johnny MacDonald le dit lui-même, il savait très bien que les Québec n'accepteraient jamais de s'unir sur toutes les matières au sein d'un seul Parlement qui serait compétent donc en toute matière et au sein duquel il serait minoritaire. Alors pour le Québec, l'idée de créer une fédération était la condition essentielle à son acceptation de s'unir dans un régime politique et juridique avec les autres colonies. Et c'est précisément la perspective de pouvoir avoir un État provincial dont l'existence serait garantie constitutionnellement, dont les pouvoirs seraient garantis constitutionnellement, et pouvoirs qui porteraient sur les matières qui, à cette époque-là, étaient liées à l'identité culturelle québécoise, qui a amené donc le Québec à aller de l'avant dans ce projet avec les autres colonies de créer une fédération canadienne. Alors, la Fédération canadienne de 1867, alors, souvent, il y a une façon de concevoir ça, l'effet, on s'est fait rouler, les Québécois, on s'est toujours fait avoir, etc., etc. Pour moi,
la Fédération canadienne de 1867, ce n'était, il n'y a pas de régime idéal, c'est pas ici on n'atteignait pas un idéal, mais c'était tout de même un régime qui résultait d'une négociation politique de bonne foi entre des représentants coloniaux et dont les éléments du pacte, les éléments du contrat étaient les suivants. La condition exigée du Québec était le fait qu'on adoptait le principe fédératif. Et en échange de l'adoption du principe fédératif, le Québec acceptait que ce soit le principe de la représentation proportionnelle à la population qui s'applique dans la Chambre basse fédérale, à la Chambre des communes. Parce que pour le Québec, c'était pas grave d'être minoritaire dans un Parlement qui serait compétent sur des matières qui n'avaient pas de lien nécessaire avec l'identité culturelle. En gros, la défense et l'économie. Alors que l'adoption du principe, d'être minoritaire dans un principe de représentation proportionnelle ne posait pas de problème, puisqu'on s'assurait, par la création d'une fédération, d'être majoritaire dans un Parlement qui, lui, serait compétent pour les matières liées à son identité culturelle distincte. Alors, c'est essentiellement et très brièvement résumé l'esprit qui a présidé à la création de la Fédération canadienne en 1867. Alors maintenant, on va faire l'exercice de regarder la lettre du régime, alors la loi constitutionnelle de 1867. Est-ce qu'on voulait créer une fédération, mais est-ce qu'on a bel et bien créé une fédération? Alors, il s'agit d'aller voir donc la loi constitutionnelle de 1867 et de regarder très brièvement les caractéristiques juridiques essentielles énoncées et voir si, pour l'essentiel, c'est prévu dans la loi 1867. Alors, pour moi, la loi 1867 créait bien un régime fédératif au Canada. Dans la loi 1867, on retrouve première condition, un partage des compétences législatives entre les provinces et le fédéral, aux articles 91 à 95. Les matières, lorsqu'on lit les matières de compétences fédérales, de façon générale, ça a trait à la défense et à la question économique de façon générale. Donc, les facteurs d'union sont représentés dans ces matières, donc octroyés à la compétence fédérale. Alors que les provinces se réservaient la compétence exclusive en ce qui a trait aux matières qui étaient liées à leur identité culturelle propre. Et quand je parle de culture ici, je ne parle pas uniquement des arts et lettres, c'est-à-dire un concept restreint de culture, mais plutôt la culture au sens large, la façon de penser, d'agir d'une société et qui peut se matérialiser, se manifester par exemple dans le droit civil, dans les institutions politiques, l'organisation sociale, etc. Alors donc, un partage des compétences. Et de façon générale, les deux ordres de gouvernement étaient autonomes dans l'exercice de leurs compétences législatives. Alors, je vois Mme Lajoie qui me fait des signes. C'est qu'il y avait effectivement dans la loi 1867 certains éléments institutionnels qui pouvaient effectivement poser problème en regard de l'autonomie des provinces. Je réfère ici au pouvoir notamment de réserve et de désaveu et l'idée que ce sont les lieutenants-gouverneurs qui sanctionnent les lois provinciales et que les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouvernement fédéral. Alors, si on regarde ça avec nos yeux contemporains, évidemment, on veut s'arracher les cheveux en se voyant. Ça n'a pas de bon sens que le lieutenant-gouverneur de la province est supposée être autonome dans ses champs de compétences. Et là, c'est une sanction nécessaire pour qu'un projet de loi devienne une loi. Et la personne qui fait cet acte-là, c'est une personne nommée par le gouvernement fédéral. On voit tout de suite, des lumières là, qui s'allument en ce qui a trait à l'autonomie provinciale. Les pouvoirs de réserve et de désaveu. Le pouvoir de réserve, c'est ce pouvoir, lorsque le lieutenant-gouverneur reçoit copie d'un projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée, il peut décider de ne pas sanctionner la loi et d'en réserver la sanction au gouverneur général, nommé par le gouvernement fédéral. C'est ça, le pouvoir de réserve. Le pouvoir de désaveu, c'est un projet de loi arrive sur le bureau du lieutenant-gouverneur, qui a été adopté par la Chambre législative. Le lieutenant-gouverneur sanctionne et doit en envoyer copie de cette loi au gouverneur général. Et le pouvoir de désaveu, c'est lorsque le gouverneur général reçoit copie de la loi sanctionnée, peut la désavouer.
Et désavouer, là, c'est terminé, une loi désavouée cesse d'exister, elle devient complètement nulle. Alors, c'est vrai que lorsqu'on lit ces éléments-là qui se trouvent dans la loi 1867, on peut se dire, ben, ça y est, les provinces n'étaient pas autonomes dans leur champ de compétences. Alors, c'est effectivement la position. Alors moi, je ne veux pas affirmer que la Fédération 1867 était une fédération décentralisée. C'était une fédération. Et peut-être un peu moins centralisée qu'on est porté à le croire. Parce que la raison pour laquelle les pouvoirs de désaveu et de réserve sont prévus dans la loi 1867, il faut se rappeler qu'à l'époque, on était des colonies. Et ces pouvoirs de désaveu-là existaient, et on connaissait ça depuis belle lurette, du gouvernement impérial à l'égard des lois coloniales. Alors, on a repris ça un peu en conservant le lien qu'on voulait, parce qu'au Canada, on voulait conserver notre lien avec la Grande-Bretagne. Donc, on a reproduit ces institutions-là qui existaient auparavant et on les a mis dans le texte. Et on a pu se rendre compte qu'à la longue, ces pouvoirs sont tombés en désuétude par le biais d'une convention constitutionnelle. Alors, c'est par la suite, mais lorsqu'on lit les débats, on ne ressent pas dans l'idée d'insérer ces pouvoirs-là tant un désir de centralisation qu'un désir de reproduire des choses qui existaient auparavant. Mais, ceci étant dit, pour l'essentiel, tout de même, les compétences des provinces, c'est écrit que les provinces ont le pouvoir exclusif de faire des lois relativement à, et là, on énumère les compétences provinciales. Alors, on verra que tous ces éléments-là, par la suite, vont faire en sorte qu'ils seront récupérés et que ça mènera à une fédération plus centralisée. Mais pour moi, le régime de 1867 était une fédération. Pas parfaite, mais tout de même une fédération. Alors maintenant, donc autrement dit, pour l'essentiel, la Fédération 1867 répondait au désir, pour l'essentiel, au désir du Québec de l'époque d'assurer son autonomie quant à la survie et l'épanouissement de son identité culturelle stable. Alors, à partir de maintenant, on va voir comment a évolué ce régime, toujours en regard de sa correspondance aux préoccupations identitaires québécoises. Au Canada, l'évolution du régime constitutionnel est d'abord et avant tout l'œuvre des tribunaux. Alors, évidemment qu'on peut toujours modifier un texte constitutionnel en utilisant les processus d'amendement constitutionnel, mais pour différentes raisons au Canada. D'abord, une raison juridique, parce que les formules de modification sont assez exigeantes au Canada, difficiles à rencontrer. Donc, première raison juridique qui explique qu'il y a très peu de modifications constitutionnelles apportées au texte constitutionnel canadien. Mais deuxième raison, encore plus importante, c'est une raison politique. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas au Canada sur la voie d'évolution qui devrait être privilégiée dans la Fédération canadienne. Et là, je brosse très grossièrement, mais de façon générale, les provinces canadiennes majoritairement anglophones étant davantage en faveur d'une centralisation de la Fédération canadienne et du principe de l'égalité des provinces. Égalité ici entendue au sens de égalité, traitement identique. Alors, si le Québec veut plus de pouvoir, on ne peut pas lui en donner si nous, on ne les veut pas, parce que le Québec serait différent, donc serait inégal. On reviendra tantôt là-dessus, ça c'est une conception de l'égalité tout à fait formelle et qui n'est pas réelle. On sait très bien que, au contraire, l'égalité souvent commande un traitement différent. Et que c'est le traitement identique qui génère des inégalités. Mais j'y reviens, alors que, donc ça c'est la vision de l'évolution de la Fédération canadienne entretenue de façon générale par les provinces majoritairement anglophones, alors que le Québec, évidemment je vous apprends rien, est davantage en faveur d'une fédération décentralisée. Et si les autres ne veulent pas de décentralisation, en faveur d'un statut particulier le concernant. Alors donc, processus d'amendement constitutionnel, très difficile, à peu près impossible à rencontrer. On l'a vu avec les deux tentatives de modification constitutionnelle de Mitch et Charlottetown notamment. Donc, qui s'occupe de faire évoluer le texte constitutionnel et la Fédération canadienne? Ce sont les tribunaux qui, au cas par cas, de litige, en tranchant, font évoluer le texte constitutionnel. Et cette évolution-là est beaucoup moins perceptible, sauf pour ceux qui s'amusent à lire donc, les décisions de la Cour suprême de façon assidue. La population en général
n'est pas consciente de cette évolution-là, mais qui est réelle. Et le statu quo n'existe pas. C'est-à-dire que la Constitution canadienne et la Fédération canadienne ne sont pas figées dans le temps, même s'il n'y a pas d'amendement formel. La Fédération canadienne évolue lentement, mais sûrement, donc, par le biais de l'œuvre des tribunaux. Alors, de 1867 à 1949, c'est le comité judiciaire du Conseil privé de Londres qui était le dernier tribunal d'appel en matière constitutionnelle. Donc, la Cour suprême avait été créée bien avant, en 1875, mais si on était malheureux donc d'une décision de la Cour suprême, il était possible toujours d'en appeler au comité judiciaire du Conseil privé. Et c'est par la suite, en 1949, on a aboli ces appels au comité judiciaire, ce qui était tout à fait normal, le Canada devenant progressivement un État pleinement souverain en regard de la métropole britannique. Et donc, on abolit en 1949 les appels au comité judiciaire, et depuis ce temps, c'est la Cour suprême du Canada qui agit à titre d'arbitre du partage des compétences. Lorsqu'on analyse la jurisprudence, donc l'ensemble des décisions du comité judiciaire du Conseil privé, en ce qui a trait au partage des compétences, on peut, pour l'essentiel, et là, ici, je ne vise pas à démontrer que toutes les décisions du comité judiciaire étaient parfaites. Là n'est pas l'objectif. Mais si on prend de façon générale les décisions du comité judiciaire en matière de partage des compétences, on peut affirmer que le comité a assuré un certain équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les pouvoirs provinciaux. Alors, cette idée d'équilibre, là, on se rappelle, qui est au fondement d'un régime fédératif, et les fameuses valeurs d'unité et de diversité, c'est dans le partage des compétences qu'elles se trouvent en droit. Donc, il faut assurer donc constamment un équilibre entre les pouvoirs des deux ordres de gouvernement. Alors, ça n'a pas été très compliqué ce qu'a fait pour le comité judiciaire du Conseil privé. Il a interprété et appliqué la loi 1867 en étant guidé par le principe de l'interprétation littérale, c'est-à-dire qu'il faut donner au texte le sens que le texte nous suggère, et également d'interpréter les dispositions les unes par rapport aux autres. Alors, le comité judiciaire disait, il ne faut pas que je donne une interprétation extrêmement large à un titre de compétence fédérale, par exemple, interprétation qui aurait pour effet de vider de son contenu un titre de compétence provinciale. Donc, interpréter les titres les uns par rapport aux autres, de façon à ce que quand on fait évoluer le texte, on assure toujours un équilibre dans cette évolution du partage des compétences. Et ce qu'a fait le comité judiciaire, il a dit, écoutez, vous avez choisi une fédération, vous l'avez même écrit dans le préambule de la loi 1867. Or, ça veut dire quelque chose en droit, le fait de choisir une fédération, notamment l'idée d'autonomie de chacun des paliers dans l'exercice de ses compétences. Alors, plusieurs observateurs canadiens anglais ont beaucoup critiqué la jurisprudence du comité judiciaire en disant qu'elle penchait toujours du même côté, c'est-à-dire du côté des provinces. Mais en protégeant l'autonomie des provinces, qu'est-ce que faisait le comité judiciaire? Il ne faisait que donner effet à la volonté du constituant en 1867 de choisir une fédération. On n'a pas choisi un État unitaire, on a choisi une fédération, et ça implique un certain nombre de choses. Donc, cette idée que le fédéral, oui, mais aussi les provinces doivent être autonomes dans leur champ de compétences. Alors, de cette façon, et je vous donne un exemple, pour concrétiser davantage ce que je vous énonce. Plusieurs aussi ont reproché au comité judiciaire d'avoir empêché l'évolution du texte constitutionnel. En disant, voyons, le comité judiciaire n'a pas d'affaire à se fier juste au texte, il faut qu'il interprète de façon évolutive la loi 1867. Or, c'est faux. Le comité judiciaire a permis au texte constitutionnel d'évoluer. Je vous donne un exemple. Il y a un article dans la Constitution de 1867 qui dit que c'est le gouvernement fédéral qui doit mettre en œuvre les traités conclus pour le Canada par l'Empire britannique. Alors, on est en matière de conclusion de traités internationaux. On était des colonies, alors en 1867, c'était prévu que c'était la Grande-Bretagne qui allait conclure des traités pour le Canada. Mais on sait que dans notre régime constitutionnel, quand un gouvernement signe un traité, c'est pas tout de suite applicable devant les tribunaux. Il faut que le contenu du traité soit incorporé dans une loi. Et l'article disait donc que les traités conclus
par la Grande-Bretagne pour le Canada serait incorporé dans des lois au Canada par le gouvernement fédéral. À un moment donné, la situation a évolué et le Canada s'est mis à conclure lui-même ces traités internationaux. Et là, la question s'est posée. Est-ce que, maintenant que c'est le gouvernement fédéral qui conclut des traités au lieu de la Grande-Bretagne, est-ce que c'est encore lui qui conserve le pouvoir d'intégrer en droit interne le contenu de ces traités, peu importe qu'il porte sur des matières fédérales ou des matières provinciales? Alors là, on voit tout de suite là, le danger potentiel en termes fédératifs de dire au fédéral, écoutez, fédéral, vous ne pouvez pas légiférer dans des matières provinciales, mais vous avez juste à aller conclure un traité international pour après ça avoir le droit d'incorporer en droit interne dans une loi le contenu du traité. Alors, on se rend compte que ça serait de complètement contourner le principe d'autonomie des provinces. Alors, le comité judiciaire a dit, bon, je dois faire évoluer le texte constitutionnel, mais en faisant évoluer le texte constitutionnel, je dois être guidé par le principe du fédéralisme, qui implique donc une autonomie des deux paliers de gouvernement. Et la façon dont je vais faire évoluer le texte constitutionnel, c'est que, non, la compétence d'intégrer en droit interne le contenu des traités internationaux va se coller au partage des compétences. Si un traité est conclu en matière d'éducation, ce sera les provinces qui seront compétentes pour l'incorporer en droit interne. Alors, tout dépend du contenu de la matière visée par les traités, c'est le partage des compétences qui s'applique. Alors ici, un bel exemple d'évolution du texte constitutionnel opéré par le comité judiciaire, mais une évolution respectueuse des corollaires juridiques essentiels du principe fédératif. Donc, de façon générale, sous la juridiction finale d'appel du comité judiciaire, les provinces avaient réussi, et le Québec, à conserver l'essentiel des outils qu'elles voulaient se voir réservés par le texte constitutionnel, outils qui pour le Québec étaient essentiels, comme on se l'a dit tout à l'heure, à la survie de son identité particulière. En 1949, donc, les appels sont abolis au comité judiciaire et la Cour suprême devient le dernier tribunal d'appel en toute matière. Petite parenthèse sur la Cour suprême elle-même. J'ai fait état tout à l'heure de l'exigence en régime fédératif de la neutralité de l'arbitrage constitutionnel. Alors, la Cour suprême du Canada, de toute évidence, présente certains problèmes en regard de cette exigence de neutralité en régime fédératif. Alors, d'abord, les 9 juges qui siègent à la Cour suprême du Canada sont nommés par le gouvernement fédéral. Alors, dès le départ, là, ça pose un problème. Alors, il y a une partie au litige, finalement, qui a nommé tous les arbitres. Alors, en matière de partage des compétences, là, une partie se retrouve à être la personne qui nomme les juges. Alors, c'est comme si le fédéral était un peu juge dans sa propre cause, là, dans ce type de décision. Et ça fait état également, c'est le problème que pose la Cour suprême, au niveau de l'institution qu'est la Cour suprême. La Cour suprême, tout ce qui est écrit dans le texte de la loi 1867 en ce qui a trait à la Cour suprême, c'est l'article 101 qui dit que le fédéral peut créer une Cour générale d'appel pour le Canada. C'est tout ce qui est dans le texte constitutionnel, dans ce qui a trait à la Cour suprême en 1867. Alors, qu'est-ce qu'a fait le fédéral? Ben, c'est qu'il a pris ce pouvoir-là que lui donne précisément la Constitution de créer une Cour générale d'appel et il a adopté la loi sur la Cour suprême du Canada qui donc créait l'institution. Et c'est dans cette loi-là, il aurait très bien pu, dans cette loi-là, dire ben, le processus de nomination des juges va se faire en collaboration, en faisant participer les provinces. Mais le fédéral a choisi, dans cette loi sur la Cour suprême, de se donner donc l'entier pouvoir de nommer tous les juges. Alors ici, je veux bien me faire comprendre, il ne s'agit pas tant de remettre, de remettre en question l'impartialité individuelle des juges. De dire, ah, dans telle cause, tel juge était partial, était pro-fédéral, etc. Mais on sait très bien qu'en matière de justice, l'impartialité est importante, mais l'apparence d'impartialité est très importante. L'apparence d'impartialité, ça fait en sorte que les justiciables ont confiance dans le système de justice. Or, c'est en ce sens-là ici que la Cour suprême, comme institution purement fédérale à tous égards, notamment en ce qui a trait au processus de nomination, ne présente pas l'apparence d'impartialité. Et c'est ce qui pose problème en termes fédératifs.
lorsqu'on fait le même exercice qu'on a fait pour le comité judiciaire et qu'on analyse les décisions depuis 1949 de la Cour suprême en matière de partage des compétences, on constate qu'elle s'est progressivement écartée des postulats juridiques essentiels à une véritable fédération, faisant ainsi, en tout cas, du moins en partie, violence à ce qui était conçu au départ comme devant être une véritable fédération. Sans détailler, je pourrais prendre quelques exemples tout à l'heure plus précis, mais je dirais que ce qui caractérise de façon globale la jurisprudence de la Cour suprême en matière de partage des compétences, c'est qu'elle est profondément animée par une logique fonctionnaliste. Pour elle, la valeur de l'efficacité est, je dirais, la valeur qui la guide le plus, qui la guide davantage lorsqu'elle doit juger des compétences des provinces et du fédéral. Autrement dit, pour la Cour suprême, s'il est plus efficace, s'il serait plus efficace selon ce qu'elle considère comme étant l'efficacité, hein, parce que l'efficacité, c'est en fonction d'un objectif, là, mais bon, si elle juge que ça serait donc plus efficace que ce soit le fédéral qui s'occupe de telle matière, plutôt que les provinces, elle aura tendance à permettre au fédéral d'empiéter en matière provinciale. Donc, c'est cette valeur, alors qu'on sait qu'au fondement de la Fédération canadienne, il y avait d'autres valeurs aussi très importantes, dont la valeur de la diversité. Alors, la Cour suprême hiérarchise, en fait, donc, les valeurs, ce qui devrait normalement relever du rôle du constituant ou de la population, hiérarchise les valeurs et est très animée, donc, d'une logique de fonctionnalisme. Et cette idée on va trancher les matières, le partage des compétences, le conflit, en fonction de ce qui est plus efficace. Alors ça se trouve en matière de droit d'empiété, la définition de la compétence fédérale en matière de commerce, la doctrine de l'intérêt national. Alors, pour ne nommer que ces exemples-là, sa façon de raisonner dans ces matières-là est très empreinte donc de cette idée d'efficacité qui, pour elle, commande la centralisation du pouvoir. Parce qu'on pourrait discuter, est-ce que l'efficacité commande nécessairement la centralisation du pouvoir? Je ne suis pas l'économiste, par exemple, sur l'efficacité économique et tout, mais je pense qu'il peut y avoir des arguments de part et d'autre. Ce qui est intéressant aussi de noter lorsqu'on étudie la jurisprudence de la Cour suprême, et j'ai fait l'exercice suivant. J'ai répertorié toutes les décisions de la Cour suprême du Canada qu'elle a rendues depuis 1949, dans lesquelles elle invoque nommément le fédéralisme dans ses raisonnements. Alors, cette recherche, à chaque fois qu'apparaissait le mot fédéralisme, principe fédéral, principe fédératif, donc j'ai sorti tous ces jugements-là. Première constatation, il y en a juste une quarantaine. Alors, c'est pas énorme. Et, autre constatation, la Cour a rarement invoqué le principe du fédéralisme dans ses raisonnements en matière de partage des compétences. Alors que le partage des compétences est le cœur de ce qu'est le fédéralisme. Les fois où la Cour suprême disserte le plus longuement sur ce qu'est le fédéralisme, sur ce que ça implique en droit, c'est dans deux renvois, le renvoi sur le rapatriement de la Constitution et le renvoi sur la sécession. Qu'est-ce qui caractérise ces deux décisions-là? C'est qu'il y avait un vide juridique. Dans le renvoi sur le rapatriement, on demandait à la Cour, est-ce que le fédéral doit obtenir l'autorisation des provinces avant de modifier la Constitution du Canada de façon aussi importante qu'il l'a fait en 1981. Alors, la Cour suprême avait beau feuilleter tous les textes constitutionnels qui font partie de la Constitution du Canada, silence. Alors là, elle n'a pas le choix. Là, elle creuse davantage et là, elle revient au principe. Et là, elle est revenue au fédéralisme et l'exposé qu'elle fait du fédéralisme, unité, diversité, partage des compétences, autonomie des provinces, très belle, je dirais, dissertation en ce qui a trait au fédéralisme. Elle a fait la même chose dans le renvoi sur la sécession. Sécession, rien dans les textes constitutionnels. Le silence. Donc, encore là, elle revient au fédéralisme et nous fait une belle présentation de ce qu'est le fédéralisme. Mais paradoxalement, alors qu'elle se trouve en matière de partage des compétences, elle perd de vue ce qu'implique le fédéralisme, ce qui l'amène à décider au cas par cas, décision par décision, sans avoir une vue d'ensemble du régime fédératif et de son évolution.
Alors, dans certaines décisions, bien, la Cour va étirer l'élastique de la compétence fédérale en matière de commerce. Ça va l'interpréter plus largement. Bon, en soi, juste ça, ça n'a pas un impact énorme. Mais dans d'autres décisions, ce sera la compétence en matière de droit criminel qui sera étendue. Dans d'autres décisions, alors, au cas par cas, sans avoir une vue d'ensemble, on se rend compte que l'effet cumulatif de ces décisions-là en matière de compétences, de partage des compétences, évolue de façon certaine vers une centralisation des pouvoirs au Canada. Et ça, j'avais donc fait cette recherche-là il y a quelques années. Et en 2005, dans le renvoi sur les congés parentaux, donc le renvoi relatif à la loi sur l'assurance emploi, la Cour suprême est venue confirmer, j'étais contente, ce que j'avais tenté de démontrer en épluchant une quarantaine de décisions. Elle, dans une phrase qui peut s'en passer inaperçue, démontre qu'elle n'a pas de théorie de fédéralisme, du fédéralisme en matière de partage des compétences. Je vous lis le petit paragraphe, très court. Les repères du fédéralisme peuvent varier d'un juge à l'autre et reposent sur des notions politiques plutôt que juridiques. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, pour la Cour, elle dit, écoutez, le fédéralisme, c'est beau, l'unité, diversité, tout ça, mais en droit, ça n'a pas beaucoup de force normative, ce fédéralisme. C'est un principe politique plutôt que juridique. Alors là, dès le départ, c'est assez surprenant. Deuxième phrase, le maintien de l'équilibre entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux relève avant tout des gouvernements. Alors là, en deux phrases, elle remet en question le contenu normatif du fédéralisme et elle semble relativiser son rôle d'arbitre en matière de partage des compétences. Et ça, c'est un indicateur qu'on doit garder en tête parce que la Cour suprême des États-Unis, précisément, a pris cette idée parce qu'aux États-Unis, ils ont un Sénat. Ils ont un Sénat pour l'adoption des projets de loi fédéraux. Ça doit pencher par la Chambre des représentants, par le Sénat américain. Or, le Sénat est composé de 2 représentants qui représentent chacun des États. Alors, la Cour suprême américaine a dit à un moment donné, écoutez, l'équilibre des pouvoirs dans la Fédération américaine, ça ne relève pas de moi. C'est à votre Sénat de faire ça. Si votre Sénat, vos sénateurs, jugent qu'un projet de loi fédéral empiète sur les pouvoirs des États, juste à pas l'adopter, alors l'équilibre relève des gouvernements. Alors c'est un peu cette idée ici. Mais on voit tous les problèmes que ça peut poser à une nation minoritaire. C'est que quand on s'en remet à la force de négociation politique pour assurer un équilibre des pouvoirs fédéraux provinciaux, la force de négociation politique pour une nation minoritaire qui a une vision de la Fédération canadienne qui n'est pas partagée par la majorité, on lui enlève ses outils. Or, c'est l'idée du fédéralisme. L'idée du fédéralisme, c'est de donner, pas une force de négociation politique, c'est de donner des outils juridiques pour protéger l'autonomie. Puis s'il n'y a plus de Cour suprême qui s'occupe d'assurer un équilibre, on s'en met à la simple force de négociation politique pour le Québec, c'est désastreux. Donc, ici, la Cour suprême, donc, dans une petite phrase, vient un peu confirmer ce que d'autres et moi avions vu. Alors, ce faisant, la Cour suprême a donc permis, en mettant en œuvre le partage des compétences de plus en plus au fédéral, d'intervenir en matière de compétences provinciales exclusives. Alors, c'est le cas du pouvoir d'empiéter, de la prévention. Je vous les nomme en vrac et ensuite je verrai quel temps il me reste pour vous en parler davantage de quelques-uns. Donc, pouvoir d'empiéter, prépondérance fédérale, l'inapplicabilité des lois provinciales, le pouvoir fédéral de dépenser. Bon, ça, c'est pas tant l'œuvre de la Cour suprême, mais je reviens dans quelques instants. Alors, avant de faire état avec vous, de prendre certains de ces éléments-là puis de vous montrer en quoi la jurisprudence de la Cour suprême a eu un effet centralisateur, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'approche interprétative privilégiée par la Cour suprême du Canada. On a vu que le comité judiciaire, lui, il appliquait des règles qu'on appelle des règles d'interprétation statutaire à la loi 1867. C'est une loi. Premier principe, on va regarder les termes et on doit leur donner le sens qu'ils suggèrent de façon ordinaire et on doit interpréter les dispositions les unes par rapport aux autres. Alors, le comité judiciaire avait donc une certaine position de retenue vis-à-vis
le constituant, donc les organes politiques, parce qu'il disait, je vais donner effet au texte, c'est ce que je crois être votre volonté, parce que vous l'avez couché dans le texte. La Cour suprême s'est éloignée de cette méthode, je dirais, d'interprétation, pour plutôt adopter une méthode d'interprétation dite évolutive, ou créatrice, ou dynamique. Alors, lorsque vous entendez ces adjectifs-là, ça réfère à la même chose. En adoptant ce mode d'interprétation, la Cour suprême présume donc que si jamais il y a une adéquation entre le texte constitutionnel et la réalité contemporaine, s'il lui revient de modifier le texte constitutionnel dans la façon dont elle va l'interpréter, de façon à le faire répondre aux besoins. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, tout texte constitutionnel doit pouvoir évoluer. Ça, on ne remet pas ça en question. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des limites à cette réactivité judiciaire en matière constitutionnelle? Et je vous donne un exemple parce que pour moi, les principes d'interprétation, c'est comme des outils là, qui se trouvent dans une boîte et la Cour peut piger dans cette boîte à outils de façon à amener, donc, de façon à convaincre que son raisonnement est le raisonnement qui se justifie en droit. Je donne un exemple concernant le renvoi sur les congés parentaux, qui est un très bon exemple parce que on va voir ici que tout dépend du principe d'interprétation qu'on favorise. On peut en venir à des conclusions tout à fait différentes. La question qui se posait, c'était le Québec qui contestait la constitutionnalité de dispositions de la loi sur l'assurance-emploi, une loi fédérale, portant sur les congés de maternité et les congés parentaux. Le Québec plaidait que ces dispositions-là étaient inconstitutionnelles parce que relevant de sa compétence sur la propriété et les droits civils, alors qu'on avait de l'autre côté le fédéral qui plaidait la constitutionnalité, évidemment, de ces dispositions en invoquant son pouvoir de légiférer sur l'assurance chômage. Alors, pour régler le litige, la Cour suprême s'est donc posé la question suivante. Qu'est-ce que ça couvre, la compétence du fédéral en matière d'assurance chômage? Hein? Puis on va pouvoir voir, cette fois qu'on aura défini ce qu'est la compétence fédérale en matière d'assurance chômage, on pourra voir si on peut rentrer ces dispositions contestées dans ce titre-là ou dans la compétence provinciale. La Cour d'appel du Québec, pour déterminer ce que couvre la compétence fédérale en matière d'assurance chômage, a adopté une approche originaliste. Alors, c'est une méthode d'interprétation qui veut qu'on aille voir l'intention du constituant lorsqu'il a intégré cette disposition-là. Qu'est-ce qu'on voulait qu'elle couvre, cette disposition-là? Alors, on revient donc aux origines. Or, la compétence sur l'assurance chômage, en 1867, ça relevait des provinces. C'est en 1940, dans un contexte économique bien particulier, que les provinces ont accepté de modifier la Constitution, une des quelques modifications constitutionnelles formelles. Donc, on a soustrait de la compétence des provinces cette compétence en matière d'assurance chômage et on l'a donnée au fédéral. 1940. Alors, la Cour d'appel, sur les preuves produites par le gouvernement du Québec, a lu l'ensemble des documents, les débats qu'il y avait eu, les échanges de lettres entre ministres provinciaux et fédéraux en ce qui a trait à cette compétence sur l'assurance chômage, et en est venu à la conclusion que ce qu'on voulait donner au fédéral à cette époque-là, c'était le pouvoir de légiférer pour des pertes d'emploi pour des raisons économiques. Donc, une fois qu'elle a défini de cette façon-là, elle dit donc les dispositions qui ont trait au congé de maternité ou au congé parentaux, ce n'est pas des pertes d'emploi pour des raisons économiques. Donc, ça ne peut pas rentrer dans l'assurance chômage. Donc, les dispositions sont inconstitutionnelles. En cours d'appel, la boîte à outils pige donc le principe de l'intention, de l'approche originaliste, le principe de l'intention du constituant. En appel, la Cour suprême du Canada prend la boîte à outils et pige le principe d'interprétation évolutive. Et dit, oui, il faut tenir compte de l'intention du constituant en 1940 dans ce cas-ci, mais attention, le monde du travail a changé. Et donc, il faut tenir compte désormais que les femmes sont sur le marché du travail et que maintenant, toute cette question du congé de maternité, congé parentaux devient essentielle. Donc, j'interprète de façon évolutive la compétence en matière d'assurance chômage pour y inclure le pouvoir de légiférer pour des pertes d'emploi qui ne sont pas liées à des raisons économiques. Donc, conclusion que les dispositions sont donc bel et bien constitutionnelles. Alors, c'est intéressant, donc ce que je veux mettre là, en évidence ici, c'est
le rôle que jouent les principes d'interprétation en matière constitutionnelle qui peuvent amener donc à des conclusions différentes. Alors, de quoi je vais vous parler dans tous les éléments? Le pouvoir fédéral de dépenser, certains dans la salle sont des grands experts. Je peux peut-être en traiter, étant donné que c'est je dirais que d'abord c'est un sujet d'actualité et que si on avait à identifier un problème dans le fonctionnement de la Fédération canadienne le plus important, ça serait de toute évidence le pouvoir fédéral de dépenser. Donc, quelques mots là-dessus. Juste, excusez-moi, j'ai commencé à quelle heure? En fait, c'est juste, on a commencé à 20. D'accord. Donc, en fait, c'est juste parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de pause, puis je pense que vous avez fait du bien. D'accord, donc il me reste... Jusqu'à 30. OK, ça va être un blitz sur le pouvoir de dépenser, puis après, il y aura des questions. D'accord. Excuse-moi. Oui. Je m'excuse, Raymond, mais le titre de votre conférence, c'est l'identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien, la négation de la nation. Vous avez parlé jusqu'à maintenant beaucoup de l'évolution du fédéralisme canadien. Est-ce que vous allez parler de l'identité culturelle? Est-ce que vous allez parler de l'identité culturelle du Québec et la négation de la nation? Voilà. Bien, c'est-à-dire que toute cette évolution centralisatrice de la Fédération canadienne nie la nation québécoise. Puis on pourra revenir sur 82 aussi, parce qu'il y a cette évolution-là du partage des compétences par le biais de la jurisprudence de la Cour suprême, mais il y a quand même eu une modification constitutionnelle formelle extrêmement importante, qui est celle de 1982. Mais sur le concept de nation, on pourra, j'ai une partie dans mon livre sur ça, mais étant donné que je manquais de temps, j'ai fait l'économie, mais on pourra peut-être discuter justement de ce concept de nation dans le cadre québécois dans la période de questions. Donc, le pouvoir de dépenser, alors c'est vraiment l'outil d'intervention le plus puissant dont dispose le gouvernement fédéral pour miner l'autonomie des provinces dans leur champ de compétences. C'est dû évidemment au fait, d'abord, distinguer deux choses. On considère généralement, bien qu'on pourrait beaucoup critiquer ce raisonnement-là, que le fait de dépenser de l'argent, ça n'équivaut pas à normer. Dépenser de l'argent, c'est un acte que pose l'État, mais qui ne lui est pas propre. Vous et moi, on peut dépenser. Vous et moi, on peut être propriétaire. L'État peut dépenser. L'État peut être propriétaire. Comparativement à des actes normatifs qui sont le propre de l'État. Vous et moi, on ne peut pas, comme ça, d'emblée, prétendre adopter une norme qui s'appliquerait aux individus. Or, le partage des compétences est considéré comme ne s'appliquant qu'aux actes normatifs et non aux actes matériels, c'est-à-dire, par exemple, à ceux de dépenser. Il y aurait beaucoup de critiques là-dessus, mais c'est, disons, une façon d'entrevoir le pouvoir de dépenser qui est qui est généralement admise, je dirais. Le problème qui se pose, évidemment, c'est qu'au départ, en 1867, en régime fédératif, évidemment, si on veut assurer une autonomie des provinces, des deux paliers de gouvernement, il faut qu'ils disposent assez de fonds pour s'occuper adéquatement de leurs responsabilités. C'est un principe de base. En 1867, on a donné des pouvoirs de taxation aux provinces et au fédéral. Or, la taxation directe, qui est aujourd'hui la source de revenus la plus importante de l'État, elle relève et des provinces et le fédéral. Donc, c'est donc dire que les deux paliers de gouvernement peuvent lever des impôts pour financer leurs responsabilités. À la faveur de la Deuxième Guerre mondiale, le fédéral a convaincu les provinces, parce qu'on était en temps d'urgence, en temps de guerre, de lui céder tout le champ de l'impôt sur le revenu des particuliers et des corporations, en échange de transferts inconditionnels d'argent. Donc, au milieu des années 40, une centralisation des pouvoirs fiscaux, et en même temps, on assiste à l'avènement de l'État-providence, ce qui fait en sorte que le coût des responsabilités provinciales, qui ne coûtait pas grand-chose en 1867, la santé, l'éducation et les services sociaux en 1867, ce n'étaient pas les sujets qui coûtaient le plus cher à l'État. C'est les congrégations religieuses, les œuvres de charité privée, etc. Alors, en même temps, les provinces se retrouvent avec à peu près plus de moyens financiers et avec des responsabilités extrêmement coûteuses pour l'État, providence. Alors, ce qui fait évidemment qu'aujourd'hui, on se retrouve donc avec un gouvernement fédéral qui a beaucoup plus d'argent par rapport à ce dont il a besoin pour s'occuper de ses compétences, versus des provinces qui ont un cruel manque à gagner pour s'occuper de leurs propres compétences. Alors, la question qui se pose, peut-être qui est plus intéressante, parce que vous connaissez un peu la trame, on en entend assez parler dans l'actualité.
Est-ce que c'est constitutionnel? Parce que, attention, quand le fédéral dépense en matière provinciale, qu'il dépense une simple dépense, à la limite, on pourrait prétendre que ça ne mine pas de façon essentielle l'autonomie des provinces. Bien que ça serait pas mal plus simple, plutôt que d'envoyer notre argent là, pour qu'il revienne là, de l'envoyer directement au niveau provincial. Mais ceci étant dit, le problème, c'est que beaucoup des dépenses sont des dépenses conditionnelles. Alors, le fédéral dit, je ne peux pas légiférer en matière provinciale, parce que ça serait inconstitutionnel, partager compétences s'applique, mais je vais vous donner de l'argent, mais si vous voulez avoir droit à l'argent, vous, dans votre loi, vous devez respecter telle norme nationale. Alors, c'est en fait donc de faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement, c'est-à-dire donc il ne peut pas directement légiférer en matière provinciale, ça serait inconstitutionnel, mais par le biais des dépenses conditionnelles, il oriente les choix législatifs des provinces pour lesquels, normalement, il devrait être pleinement autonome. Alors, la question qui se pose, Mme Lajoie a écrit là-dessus, aussi, la Cour suprême n'a jamais eu l'occasion de se prononcer en ratio decidendi, c'est-à-dire il n'y a pas de causes qui sont rendues en Cour suprême où le point à trancher était la question de la constitutionnalité des dépenses conditionnelles. Dans, je dirais, 4, pour penser qu'aux principaux, dans 4 décisions, elle a fait des commentaires qu'on appelle des obiter dictum, c'est-à-dire elle émet des opinions, mais opinions qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Alors, formellement parlant, ce qu'elle dit en obitaire, ça ne lie pas les tribunaux inférieurs et on ne peut pas dire formellement que la question est tranchée, parce que c'était juste des commentaires. Encore une minute? Les obitaires ont toujours été assez laconiques, mais étaient à peu près toujours à l'effet qu'une dépense conditionnelle dans un champ de compétences provinciales n'est pas inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'équivaut pas à légiférer dans ce domaine de compétences. Mais moi, il y a un obitaire. Alors, moi, là, ce que je dis, il serait opportun que le gouvernement du Québec attende une belle cause. Là. Une belle cause, les beaux faits qui permettraient, qui obligeraient la Cour, finalement, à vraiment se prononcer directement sur cette question-là, mais devrait demander à la Cour de se pencher sur la constitutionnalité de ces dépenses-là. Parce qu'à un moment donné, si c'est une dépense, un acte qui est essentiellement une dépense et accessoirement conditionnel, à un moment donné, peut devenir l'inverse, c'est-à-dire essentiellement normatif avec des dépenses. Vous comprenez? À un moment donné, il faut qu'il y ait une façon de contrôler, et dire à quel moment une dépense conditionnelle revient à légiférer, équivaut à légiférer. Mais il y a quand même un obitaire de la Cour suprême dans l'arrêt Houghton, qui est un arrêt de 2005, qui n'était pas du tout en matière de partage des compétences, elle mettait en cause le droit à l'égalité en regard de la loi canadienne sur la santé. Et dans cette décision-là, il y a un obitaire tout de même assez plus long, plus étoffé, je dirais, que ces autres obitaires antérieurs en ce qui a trop pouvoir de dépenser. Et la Cour dit ceci. Donc, suivant la loi constitutionnelle de 1867, la prestation de services de soins de santé relève essentiellement des provinces. Cependant, le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral lui permet d'assortir de conditions sa contribution pécuniaire aux programmes sociaux des provinces. Ce pouvoir est le fondement de la loi canadienne sur la santé qui permet au gouvernement fédéral d'exiger des provinces désireuses de bénéficier des fonds fédéraux destinés aux soins de santé qu'elles établissent et administrent leur régime d'assurance santé en respectant certains principes généraux. Alors, autrement dit, la porte est mince. À mon avis, comme fait la Cour suprême dans ce genre de dossier-là, chaud politiquement, elle va tenter de ménager la chèvre et le chou. Alors, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que demain matin, la Cour suprême dise que les dépenses conditionnelles depuis le début du siècle, le siècle précédent, sont inconstitutionnelles. On ne peut pas s'attendre à ça, mais en même temps, il va falloir probablement, qu'est-ce qu'elle fera, comme souvent en matière de constitutionnelle, elle établira probablement une liste de critères non exhaustifs, non cumulatifs, pour lui permettre, dans des cas, selon les circonstances, d'évaluer si elle est devant une dépense conditionnelle qui équivaut à un acte normatif ou non. En conclusion. Oui, en conclusion. Oui, tout à fait. Bon, alors, de toute évidence, donc, une évolution centralisatrice de la Fédération canadienne,
Évolution centralisatrice qui, de façon générale, correspond au désir des Canadiens anglais, une vaste majorité, qui, comme je le disais tout à l'heure, en raison du partage d'une langue commune, ont développé un fort sentiment identitaire envers le Canada dans son entier. Alors, autrement dit, pour plusieurs provinces qui, comme je le dis, ont des revendications constitutionnelles, là, elles ne disent pas que la Fédération canadienne est parfaite, mais de façon générale, s'accommode très bien de la centralisation. Alors, si on leur demandait à ces provinces-là, probablement aujourd'hui, de faire l'exercice du fameux partage des compétences, de dresser toute la liste des matières sur lesquelles l'État intervient en 2005 et de partager entre le fédéral et les provinces, probablement qu'il y aurait quelques matières qui se retrouvent en matière provinciale qui se retrouveraient du côté fédéral, parce qu'ils ont développé des intérêts communs relativement à ces matières. Et c'est le critère de base. Intérêt commun, matière fédérale, intérêt particulier. La matière provinciale. Alors qu'au Québec, évidemment, il en va tout autrement. Le Québec ayant conservé, de façon générale, les Québécois, une double identité qui varie selon les individus, mais qui, espère-t-on, toujours, pourrait être, se transmettre, ou plutôt être reproduite dans la structure constitutionnelle et politique du pays. Or, tous les événements politiques et juridiques des dernières décennies tendent pour l'essentiel à démontrer que le caractère de plus en plus improbable, voire, je dirais, utopique, d'une véritable refonte de la Fédération canadienne de façon à répondre aux aspirations identitaires des Québécois. Et juridiquement parlant, et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, la souplesse du principe fédératif, juridiquement parlant, le fédéralisme asymétrique est tout à fait possible. Il y a des exemples partout dans le monde de fédéralisme asymétrique. Et un fédéralisme asymétrique pourrait correspondre aux deux besoins contradictoires des Canadiens anglais et des Québécois. Si vous voulez fonctionner de façon plus centralisée, parce que vous avez développé une forte identité commune, c'est tout à fait légitime. Grand bien vous en fasse, c'est légitime. Mais on pourrait organiser la structure de façon à ce que vous fonctionniez davantage ensemble, tout en permettant au Québec de continuer à fonctionner de façon plus autonome sur des matières essentielles. Alors, si cette solution, 30 secondes, si cette solution mitoyenne, qui, juridiquement parlant, est tout à fait possible, le fédéralisme le permet juridiquement parlant, mais si politiquement elle n'est pas possible, ben, il n'y a pas 40 solutions, il y en a deux. On dit, bon, on laisse faire ça, ça fait longtemps qu'on parle de Constitution, on est tanné, parlons donc de choses plus importantes, n'est-ce pas, que la Constitution, et passons à d'autres choses. Mais moi, ce que je souligne ici, on peut très bien choisir ça, mais il faut que les gens qui choisissent cette option le fassent en sachant que la Fédération canadienne évolue. C'est pas le statu quo, elle évolue, et ça de façon résolument